Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Décryptage. Décryptage, cette émission qui nous permet de décrypter réellement les sujets phares de l'actualité. Pour cette semaine, nous aurons trois sujets au menu. Il s'agit de l'AES avec la prolongation des mandats des présidents. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce constitutionnel? En dehors de ça, nous reviendrons au pays pour parler de la médiation des anciens présidents. Mais avant tout, il y aura un premier sujet. Il s'agit du code électoral et des religieux. Pourquoi assez de tiraillements à ce niveau-là? Pour débattre de ces sujets, j'ai mon invité de tous les jours, Gracien Mapoko, juriste et consultant en droits humains. Gracien Mapoko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être toujours sur vos plateaux pour échanger sur les questions d'actualité de notre pays. Merci d'être présent et d'avoir répondu à notre invitation comme toutes les autres fois. C'est moi. Donc, pour démarrer, nous allons commencer avec le code électoral et les religieux. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi assez de tiraillements? Et puis, il n'y a pas cette harmonie aujourd'hui au sein de ce code électoral-là qui fait parler beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont pas habilités, je dirais, en griffes, parce que ce sont les religieux contre des personnes pas censées aborder cette question-là. Monsieur le juriste, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense à titre personnel que dans un État, une loi électorale n'est pas une affaire de compartimentation, ce n'est pas une affaire de clan, ce n'est pas une affaire de politique, ce n'est pas une affaire de juriste, c'est une affaire de tout le monde. Donc, il ne serait pas bon de reprocher aux confessions religieuses, que ce soit de l'Église catholique, le clergé catholique, que ce soit les musulmans, on ne peut pas leur reprocher de s'intéresser à ce sujet-là, notamment à ce code électoral qui a été voté, parce qu'une loi électorale est source de beaucoup de tensions dans le monde. Et lorsqu'il y a les tensions, on ne met pas les religieux de côté, on ne met pas les organisations de la société civile de côté, et ça concerne tout le monde. Donc, si une loi électorale est prise, je pense que c'est toute la société qui est concernée, et donc la démarche de ces différentes confessions religieuses ne peut pas leur être reprochée. Maintenant, voir les religieux parler du code électoral, de la politique, est-ce que cela ne va pas entacher ou bien ne fera pas douter certains partisans ou bien certains fidèles? Non, le problème est que nous parlons d'une loi qui nous concerne tous. Nous parlons d'une loi qui nous concerne tous. Donc, lorsque les religieux... Mais grâce à qui a été le président du présidium qui a conduit la conférence nationale des forces vives de la nation? Bon, c'est paix à son âme, mais on ne lui a pas reproché sa présence à l'occasion de l'organisation de cette conférence qui a fait le lit à la démocratie, aux droits de l'homme dont nous jouissons aujourd'hui dans le pays. Mais on avait besoin d'un partial en ce moment, d'un impartial. Oui, et rien ne nous rassure aujourd'hui que la démarche de l'Église catholique, la démarche notamment de l'Église catholique est une démarche partiale. Rien ne nous rassure. Il y a une loi qui, pour certains, porterait des gemmes de conflit. Et ça a été la position de l'Église catholique notamment, qui a réuni des personnalités politiques et des personnalités même qui ne sont pas des acteurs politiques pour débattre, des scientifiques même, pour débattre des éventuels relents chrysogènes de cette loi afin d'anticiper sur toute situation de crise future dans le pays. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher cette démarche. Maintenant, ce qui se pose comme problème, est-ce que la manière dont cela a été conduit, est-ce que tous les partis politiques ont été invités à ces différentes rencontres initiées par le clergé? Je doute que ce ne soit pas le cas parce que... Les gens ont décliné. Oui, il y a des partis qui ont décliné l'offre, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été conviés aux différents rendez-vous. L'Union islamique aussi a décliné l'offre. L'Union islamique aurait décliné l'offre également. Bon, je ne sais pas les raisons. Je ne sais pas les raisons qui ont réellement motivé cela. Peut-être qu'ils ont reproché quelque chose à la démarche en termes d'organisation pratique de ces rencontres-là. Mais toujours est-il que le fait que l'Église catholique se soit invitée dans le débat des lois électorales n'est pas quelque chose de reprochable. Parce que les lois électorales nous concernent tous. Maintenant, vous avez, au-delà de l'Église, au-delà de choses là, des organisations islamiques, vous avez parlé du peuple. Effectivement, l'opposition s'est prononcée. Des citoyens lambda se sont prononcés pour alerter sur le fait que cette loi aurait porté des gemmes et qui pourrait dégénérer éventuellement sur des crises dans le pays. Bon, est-ce que le président de la République, est-ce que la majorité parlementaire a pu
donner suite à cette différente sonnette d'alarme, si on peut le dire. Bon, on a l'impression, et beaucoup de personnes dans le pays ont l'impression que les choses sont restées au statu quo, que ça n'a pas bougé, mais de toutes les manières, il faut qu'on rappelle qu'un code électoral est une loi ordinaire qui a été prise dans les formes requises et aussi sur le plan du droit. C'est vrai que sur le fond, on peut reprocher des choses, mais la procédure de son adoption a suivi la loi. Le contrôle de constitutionnalité est quelque chose qui est régulier. Maintenant, le débat par rapport au fond, par rapport à certains articles, ce débat peut être fait. Et on ne peut pas encourager à ce que l'on puisse aller dans l'enfermement. Il faut s'ouvrir parce qu'une loi par nature a un caractère général et impersonnel. Donc, si une partie estime que le code électoral peut être porté préjudice à la nation tout entière, je pense qu'on peut les écouter. C'est vrai. Est-ce que ce débat devait avoir lieu en se disant qu'on n'a pas encore essayé ce code électoral-là? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre d'abord qu'on puisse essayer d'avoir ce code électoral pour se dire « Ah, il y a des soucis ». Bon, c'est vrai, vous savez, un État fait beaucoup d'expériences. En France, plusieurs régimes politiques ont été expérimentés. Il y a l'ancien régime, nous avons le régime de liberté et plusieurs régimes de restauration. Donc, les États font l'expérience. C'est comme on va faire en 2026 l'expérience des élections générales. Mais le Bénin n'est pas la première expérience des élections générales. Les élections générales avaient eu lieu déjà, je pense, ça doit être en 1963 ou 60. Et ces élections qui ont porté le président Maga au pouvoir, ce sont des élections générales, 11 décembre. Je pense bien 11 décembre 1963 ou 1960. Donc, le Bénin serait à sa deuxième expérience des élections générales en 2026. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, ce code électoral, est-ce qu'il faut attendre, constater les dégâts éventuels? On dit dégâts éventuels parce que personne n'est Dieu et personne ne peut dire de manière certaine que ce code, dans son application, va déboucher sur des crises sociales en 2026 et personne ne peut également parier de l'autre côté que ça ne va pas déboucher sur des crises. Mais de toutes les manières, ce que moi je peux proposer, c'est que tel que les choses évoluent dans les États africains, il est plus indiqué que les lois électorales puissent être votées suivant des procédures spéciales. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Constitution dit que les lois électorales, jusqu'à aujourd'hui, le code électoral, c'est une loi ordinaire, donc c'est voté à la majorité simple des membres composant l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais souhaité que, puisque les lois électorales ont été pour la plupart du temps à l'origine des crises sociales, pourquoi pas ne pas corser un peu le quota de son adoption pour dire que verrouiller, parce que ça nous concerne. Et ça ne va pas être une loi taillée par un camp contre un autre. Je n'ai pas dit que c'est le cas, mais je suis en train de faire une analyse sur la matière pour dire, j'aurais suggéré que les députés à l'Assemblée nationale puissent revenir un peu faire exception au niveau des lois électorales pour qu'on puisse sortir les lois électorales de la catégorie des lois ordinaires dont l'adoption nécessite simplement la simple majorité. Pourquoi ne pas dire qu'il faut voter les lois électorales à la majorité de 2/3 ou à la majorité des 4/5? Parce que ça doit être les lois qui font unanimité. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à l'état actuel de la législation du Bénin, c'est qu'une loi électorale est une loi ordinaire, ça ne s'adopte pas une majorité simple, c'est cette majorité qui l'a adoptée, ça subit le tamis constitutionnel, le juge constitutionnel a donné le quitus en dépit des reproches éventuels qu'on peut porter sur ce code-là. Donc, dans un État démocratique, je pense que c'est déjà une loi dans notre ordonnancement juridique. Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est d'abord son application. Mais le fait qu'une loi puisse être entrée en vigueur ne nous dédouane pas ou ne nous empêche pas en tant que citoyens, en tant que corps constitué, de nous interroger sur les dangers éventuels de cette loi. Donc pour cela, je souhaite quand même que les uns et les autres, les parties prenantes, les partis politiques du pays, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, puissent s'entendre. Et si éventuellement il est possible d'arriver à un consensus avant 2026, là, ce serait tant mieux pour le pays. Maintenant, la dernière fois, il y a eu une séance de prière du côté de Parakou où certains imams qui appartiennent à l'Union islamique, pas l'Union islamique elle-même, qui ont apporté leur soutien au président de la République et au code électoral. Et ils ont eu même à dire que la politique doit être faite par la politique et par les politiques et puis la religion aux hommes de foi. Oui, bon, vous savez, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier quelque chose. On ne peut pas non plus reprocher à l'Union islamique d'avoir cette position.
parce que... Ce n'est pas l'Union islamique. Ce sont des membres de l'Union islamique. Oui, les membres de... Merci, à titre individuel, on ne peut pas leur reprocher cela. Parce qu'avant d'être membre de l'Union islamique, ils sont d'abord des citoyens. Et un citoyen a le droit de se prononcer sur les questions d'actualité de son pays. Donc, apporter leur soutien au président de la République, apporter leur soutien à la majorité parlementaire dans le cadre de l'adoption de cette loi, bon, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher cela. Maintenant, toujours est-il que, est-ce que la démarche adoptée par les uns et les autres va dans le sens de l'anticipation d'éventuelles tensions en 2026? Toute la question est là. Parce que personne ne gagnera en 2026 si éventuellement l'application de ce code débouche sur des tensions. Rien ne nous rassure, je le répète aujourd'hui, que ça va déboucher sur des tensions. Rien ne nous rassure non plus que ça ne va pas déboucher sur des tensions. Donc, moi, de ma position de citoyen, je ne peux qu'inviter les différents acteurs, les parties prenantes, de pouvoir s'entendre pour que l'application de nos lois dans ce pays ne puisse pas faire souffrir le peuple, comme on a vu l'exemple en Côte d'Ivoire et ailleurs. Merci, cher invité. Nous allons marquer une pause avant d'aborder le deuxième sujet. À tout à l'heure. Salut, je réponds au nom de Adandéja Clémence. Je suis en formation en cadrage, montage et graphisme au Béninois Libéré. Je réponds au nom de Georgia Dossou. Je suis en formation en cadrage et montage au Béninois Libéré Télévision. Je réponds au nom de Love Adrokou. Je suis en stage académique en post-production au Béninois Libéré. Je réponds au nom de Martha Duvonnet. Je suis en stage académique en cadrage et montage au Béninois Libéré. Je m'appelle Chikoto Merveille, passionné de cinéma. Je suis actuellement en stage à Béninois Libéré dans le domaine du cadrage et du montage vidéo. Je suis Cyril Rouga, je suis réalisateur cadre-monteur à Béninois Libéré. Je m'appelle Kwakano Hamza, je suis technicien audiovisuel au sein du groupe de presse de Béninois Libéré. Je suis vidéaste, formateur en cadrage et montage au Béninois Libéré. Et je réponds au nom de Gérard Séguéon Tchao. Au Béninois Libéré, nous formons en cadrage, en montage, en réalisation, en infographie et en graphisme. Vous avez besoin de tout service ayant rapport à l'audiovisuel, spot publicitaire, des reportages, des documentaires, des tournages de films, des conceptions graphiques, de l'infographie. Contactez-nous seulement, nous allons vous satisfaire. Avec le Béninois Libéré, nous avons une très grande capacité à comprendre et à traduire les idées des clients en une image captivante. Le Béninois Libéré est situé à Agla, et précisément en face du carrefour Nangon. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux TikTok, Facebook, YouTube. le Béninois Libéré. Nous sommes de retour pour continuer notre débat. Il s'agit du deuxième sujet, la médiation des anciens présidents. Quelle suite pour cette médiation après les différentes rencontres que ces deux anciens présidents ont eu à faire? Bon, merci beaucoup. Et sur la question de la médiation des anciens présidents, je pense que nous devons avoir une démarche un peu plus pondérée, un peu plus responsable. Il faut que nous jouons beaucoup à la prudence et à la sagesse. Parce que c'est vrai que dans l'opinion, beaucoup de choses sont en train d'être dites, mais nous allons quand même inviter les uns et les autres à pouvoir jouer à la carte de l'apaisement et d'espérer en ce que cette médiation initiée par les anciens présidents puisse aboutir à un résultat concluant, à un résultat avantageux pour les deux États en crise actuellement. Et je voudrais quand même mettre l'accent sur quelque chose. Et vous voyez, lorsque les anciens présidents ont initié, c'est vrai, les jeunes que nous sommes, citoyens que nous sommes, lorsque nous voyons un ancien président ou même un président de la République, moi je pense qu'il faut un certain respect. Parce que ceux-là que nous voyons aujourd'hui, bon, je le dis en fonction de certaines positions dans l'opinion, et lorsqu'on veut parler aujourd'hui du président Boni Yayi, lorsqu'on veut parler aujourd'hui du président Soglo, lorsqu'on veut parler du président Patrice Talon, il faudrait quand même que la jeunesse ne puisse pas utiliser sa vigueur pour un peu vilipender. Parce qu'en réalité, ce sont des personnalités musées, des gens que nous devons entretenir. Et il y a un impact sociologique très important lorsque les gens vont ou lancent des mots désobligeants à l'endroit des anciens présidents. Je pense qu'il y a un impact sur la gouvernance. On ne comprend pas. Vous savez pourquoi je le dis? Regardez,
Le président Talon, il est là. Et il gouverne l'État. Et il fait des efforts pour que le pays puisse passer d'un état de moins être à un état de plus être. Et il a beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages. Il donne n'importe quel ordre, l'ordre est respecté. Bon, bien entendu, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Et on l'encense, on le prend et on le magnifie. Mais s'il est là, dans son fauteuil présidentiel au palais de la Marina, et qu'il voit le peuple béninois en train de manquer de respect au président Soglo, en train de manquer de respect au président Bonéaï, de point de vue psychosociologique, il peut se dire attention. Donc, si je laisse le pouvoir en 2026, alors donc, je n'aurai pas droit au respect de ce peuple. Et cela seul peut créer beaucoup de problèmes pour le pays, au point où il se dira que pourquoi ne pas rester au pouvoir puisque nous sommes des humains. Donc, manque de respect toutes les fois qu'un jeune, quel que soit l'âge, manque de respect à un ancien président dans un État comme le Bénin, on doit savoir que cela ne rencontre pas les us et coutumes que nous adorons si tant en Afrique, mais que cela peut, de l'autre côté, produire beaucoup de conséquences sur la gouvernance politique. On ne le voit pas, c'est quelque chose de très subtil, puisque contrairement, lorsque les gens parlent de limitation des mandats, ils disent que les chefs de l'État font de coups d'État institutionnels. Est-ce qu'ils se sont posés des questions sur les déterminants sociologiques de pareils actes? Mais c'est pour ne pas tomber dans la moralité. En France, où un président vient, il finit son mandat et il part, c'est parce que la loi a organisé sa vie après le pouvoir. Et après le pouvoir, par exemple, tous les présidents de la France qui finissent leur mandat se retrouvent à l'intérieur du Conseil constitutionnel français. Et là, ils ont des avantages, ils ne tombent pas dans la banalité, ils ne sont pas livrés à la vindicte populaire, ils continuent pas à être respectés. Je pense que cela peut jouer un rôle apaisant pour quand même ne pas les amener sur le terrain de rallonge des mandats comme on le voit en Afrique. Donc, sur ce côté, je tiens à faire cette petite clarification. Mais la médiation, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup d'expérience. Et les chefs d'État n'ont pas voulu communiquer outre mesure. Et c'est parce que vraiment, la situation est délicate. Ce que nous pouvons dire est que vraiment les balles puissent être ramenées à terre pour l'intérêt légitime de nos populations. Et à chaque fois que la population béninoise veut revendiquer quelque chose à un gouvernant, qu'il s'interroge suffisamment. Parce qu'il y a l'histoire du marché d'Antokpa qui est là, bon, il s'agronde à gauche et à droite. Certains sont pour le fait que le marché soit délocalisé, d'autres s'y opposent frontalement. Mais est-ce que nous avons l'impression que depuis 2016 que notre président est là, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des revendications populaires, est-ce que le peuple a l'impression d'avoir gain de cause? Mais là, il faut s'interroger sur pourquoi. Parce que si moi je suis par exemple un acteur économique ou un acteur politique, et lorsque je dis je peux commander les marches de protestation, les marches de soutien, et lorsque je mets de l'argent à la poche pour demander à des corps constitués, futurs syndicalistes ou futurs politiciens lambda, pour leur dire par exemple, bon, il faut qu'on organise une marche, parce qu'on ne parle pas de comment les marches sont financées. Les bus qu'on voit et qu'on dépose à des points stratégiques pour transporter les marcheurs, mais qui a financé? Mais ce que les gens ont dépensé, le sandwich qui est partagé, mais qui a financé? Si quelqu'un, par exemple, a financé les sandwichs qui sont partagés à l'endroit et à l'occasion des marches, a financé, a donné de l'argent pour que les bus soient loués, pour que les marcheurs soient transportés, a donné de l'argent pour que ceux qui ont marché, on puisse les partager 2000 francs, 2000 francs. Celui-là, lorsqu'il met de l'argent et la met à la poche comme ça et il finance tout ça, il est dans son salon et il voit le peuple en train de scander des slogans de démocratie, de l'état de droit, demandant à un gouvernement de cesser les relents autocratiques, etc. Et lui, il est dans son salon, il regarde tout ça et dit, bon, ce peuple-là marche, c'est vrai, mais ce peuple-là marche grâce à mon financement. À partir de ce moment-là, si jamais celui-là, il devient chef dans le royaume ou dans l'État, parce que je suis dans une pure fiction, mon exemple n'est lié à personne. Et là, celui-là, quand il a fini de financer, de rester dans tous ces mouvements, et il devient chef, il devient président d'une république. Et qu'après, dans son fauteuil présidentiel, au palais, il voit le peuple en train de marcher. Est-ce qu'il peut être sûr de la bonne foi de ce peuple? Donc, le fait que les gens disent que, oui, il parle, le président Talon, on n'entend pas, il parle, tel président, il n'est pas écouté. Mais comment d'abord ils ont voté pour ces présidents-là? Est-ce que vous avez pris de l'argent pour les présidents? Vous avez pris de l'argent pour les voter?
Et vous ne voulez pas payer vos impôts et vous êtes exigeant en matière de développement. Donc tout cela fait qu'il y a des démarches. C'est un peu pour dire qu'il doit y avoir de la démarche dans la revendication que nous menons en tout et pour tout vis-à-vis des gouvernants. Il faut que le peuple se donne de contenu. Il faut que et si le peuple va se donner de contenu, il faut d'abord qu'il s'auto-éduque en refusant déjà les miettes lors des campagnes électorales. Et je le répète ici. J'espère que maintenant c'est terminé avec la réforme du système partisan. La réforme du système partisan, bon, je ne peux pas parier sur cela. Je ne peux pas parier que ce qu'on appelle l'achat de conscience, le clientélisme, je ne suis pas sûr que cela soit à son apothéose. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun député, aucun candidat aux élections législatives, aucun candidat aux élections présidentielles, aucun candidat aux élections communales ou municipales ne peut aller organiser un meeting sans mettre de l'argent à la poche. Ça veut dire que le peuple est prêt simplement à voter pour celui qui met la main à la poche. Ça fait que, comme l'a dit le président Kérékou, pour faire les campagnes présidentielles au Bénin, il faut minimum 4 milliards. Mais ces 4 milliards vont où? Ça va dans la poche du peuple. Ça va dans les dépenses liées aux campagnes électorales. Mais d'où sont sortis ces 4 milliards? Peut-être qu'il y a des mécènes, des gens qui ont financé le président. Mais si vous financez un président pour qu'il aille aux élections, si vous lui donnez de l'argent pour qu'il corrompe son peuple d'abord avant de se faire élire, lorsqu'il sera là, le peuple sera en train d'exiger le développement, mais vous avez déjà troqué votre avenir en prenant de l'argent. Votre développement ou le progrès, le développement du pays ne peut plus devenir la priorité. Parce que la priorité, c'est que le président nouvellement élu est en situation de dette. Les 4 milliards qu'il a empruntés pour vous partager, pour vous contenter lors des campagnes, il faut bien qu'il trouve un moyen pour mobiliser ces 4 milliards-là afin de désintéresser ses créanciers. Si c'est auprès des banques, il faut quand même qu'ils mobilisent. Ça veut dire que le développement ne sera plus la priorité. Donc, face à ce tableau, la responsabilité du peuple est engagée. Si la réforme du système partisan va prospérer, il va falloir que ce peuple-là soit éduqué. Et c'est aussi le rôle des partis politiques qui ne le jouent pas suffisamment. Les partis politiques au Bénin, pour moi, ne jouent pas ce rôle-là d'éducation du peuple parce que c'est à eux aussi d'amener ce peuple-là à comprendre les enjeux, à reconnaître la valeur d'un bulletin de vote, le prix d'un bulletin de vote, en sachant que quand vous prenez de l'argent pour voter, c'est que vous troquez votre avenir et tous les biens dont vous aurez besoin et que vous allez exiger à l'avenir, cela va être un peu hypothéqué à cause de vos comportements. Maintenant, par rapport à cette médiation, il y a eu 2 points qui ont été soulevés. Il y a une délégation qui va descendre pour aller vérifier les craintes les craintes des Nigériens au niveau du Bénin par rapport à ces points où il y aurait des forces étrangères. Et cela a été suggéré par quel parti? Oui, non, en fait, c'est au niveau de la déclaration finale. La déclaration finale est dite en dehors de cette je pense que c'est heureux. Hein. Je pense que c'est heureux. Comme l'a dit l'autre, une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, si les gens, les parties prenantes se sont entendus pour venir faire de l'exploration afin de voir si les soupçons sont vérifiés, je pense que c'est quand même de bon droit. Et il faut que de manière vraiment diligente, que les partis puissent investir dans ce chemin-là. Ce que les peuples béninois et les peuples nigériens souhaitent, c'est le retour à la paix, le retour à la reprise des relations harmonieuses entre le Bénin et le Niger. Et ce n'est que dans ça que le bien-être de la population des 2 peuples réside. Je pense que donc, nous prions aussi parce qu'il faut prier. Il faut prier pour que le cœur des dirigeants des 2 gouvernements, le cœur de ces dirigeants-là soit touché. Et nous implorons la grâce divine. C'est pour ça que je ne trouve pas tout à fait superflu la prière qui est organisée par certaines confessions dans le cadre de ces crises-là. Il faut aussi inviter la main de Dieu, c'est très important. Vivement l'ouverture de cette frontière du côté nigérien et la reprise du pipeline. Cela marque le point et la fin de ce 2e point qui va nous permettre d'aborder le 3e et dernier point. Donc nous marquons une pause. À tout à l'heure. Je me nomme Georgia Dos. Je suis réalisateur, cadreur, monteur, Formateur en cadrage et montage. au Béninois libéré. Nous vous offrons les meilleurs services De la production audiovisuels. avec le Béninois libéré. Vos rêves les plus grands. Deviennent des réalités. Le Béninois libéré. Informés autrement. Nous sommes de retour pour aborder le dernier point de notre émission. Il s'agit de l'AES, puis du prolongement des mandats présidentiels. Est-ce légal? Est-ce que cela va permettre à ces présidents de tenir les engagements pris auprès du peuple? Cher invité, est-ce légal en tant que juriste? Est-ce que ce prolongement des mandats au niveau du Mali, du Burkina est légal?
Bon, vous savez, et avant de porter un jugement de valeur suffisamment subjectif sur cette question de prolongement de mandat, prolongement de la transition dans les pays membres de l'AES, tout au moins au Mali et au Burkina Faso, il faut d'abord se poser une question. À l'aune de quels critères, à l'aune de quels principes, à l'aune de quelles lois l'on pourra évaluer la légalité ou l'illégalité de ces prolongements de transition ou de mandat des transitions. Et nous devons savoir que depuis l'intervention du coup d'État au Mali, depuis l'intervention du coup d'État au Burkina Faso, l'ordre constitutionnel que ce pays, qui est en vigueur dans ce pays, a été suspendu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous serons cohérents, d'accord, d'évaluer ces prolongations de mandat et à l'aune des principes de la démocratie? Est-ce que les régimes maliens et les régimes burkinabés, les régimes maliens et burkinabés, après l'intervention des coups d'État, sont encore des régimes démocratiques? Il faut d'abord répondre à cette question d'abord avant de commencer par faire l'analyse. Ce que je peux dire est que la plupart du temps, on a vu l'expérience en Libye, on a vu l'expérience dans d'autres pays en dehors de l'Afrique, à toutes les occasions où c'est un régime militaire qui est installé, c'est que les principes démocratiques sont mis en berne. Et l'un des plus grands principes démocratiques mis en berne, qui est l'une des caractéristiques fortes de la démocratie, c'est bien les élections. D'abord, ils ne sont pas venus au pouvoir par le truchement des élections. Donc, la légitimité n'est pas une légitimité électoraliste. Donc, ce n'est pas le peuple qui l'a décidé. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'engouement populaire, un peu comme pour nous dire que nous sommes d'accord pour l'intervention de ces coups d'État. Mais toujours est-il que les régimes militaires, dans ces régimes-là, la force règne plus que la règle de droit. Et à partir de cet instant-là, on ne peut plus juger ces prolongements de mandat à l'aune des principes démocratiques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le mandat a été prolongé par un dialogue national que beaucoup de personnalités politiques de l'opposition ont boycotté. Et le mandat a été prolongé. Je parle d'abord du cas malien. Mais il y a un groupe, ne l'oublions pas, de magistrats du Mali qui ont saisi le Conseil constitutionnel malien pour attirer, pour lui demander de déclarer contraire à la Constitution ce prolongement de mandat, le prolongement de la transition. Mais quelle a été la position de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel malien? Le Conseil constitutionnel malien n'a pas donné droit à la requête de ces magistrats. C'est un peu comme pour dire que la charte de la transition ou la décision de la junte au pouvoir a une valeur supérieure au principe démocratique ou peut-être à la constitution malienne. Parce que la constitution malienne n'a jamais voulu que les mandats soient prolongés de jour en jour. Mais si la Cour ou le Conseil constitutionnel malien est allé jusqu'à ne pas trouver contraire à la Constitution ce prolongement de mandat, ça pose un autre problème fondamental de droit, à savoir la place des accords politiques dans la hiérarchie des normes. Est-ce que finalement, le Conseil constitutionnel malien est en train de nous dire que l'accord politique que constituent les décisions finales issues du dialogue national, est-ce que cela est supérieur à la Constitution malienne? Et nous pensons que c'est un peu la logique de ce Conseil constitutionnel-là. Donc, toujours est-il que, puisque le régime malien et le régime burkinabé ne sont pas des régimes qui sont dans d'une dynamique de démocratie, il sera quand même peu cohérent de les évaluer sur les principes démocratiques. Mais ce qui est important, c'est que ces régimes-là sont déjà installés. Vous avez demandé à savoir, est-ce que le prolongement va leur permettre d'atteindre les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du peuple? Bon, je pense que le premier engagement, c'est d'abord la sécurité. Et on voit que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à ce niveau-là. Il y a un autre engagement qui est le fait de sortir du franc CFA. Mais vous savez, la sortie du franc CFA, ce n'est pas une question nouvelle au Mali, parce que déjà, depuis le 1er juillet 1962, à peine 2 ans après l'indépendance du Mali, le Mali était déjà sorti du franc CFA. Il y avait déjà le franc malien qui était frappé, et ce franc malien-là, c'était ça qui est resté en vigueur au Mali depuis 1962 jusqu'en 1984. Donc pendant des décennies,
pendant au moins trois décennies environ, le Mali n'a pas utilisé le franc CFA. Mais quel a été le point? Quelle a été la répercussion, l'impact que le fait que le Mali soit sorti du franc CFA entre 62 et 84, quel est l'impact que cela a eu sur l'économie? Aujourd'hui, les gens de difficulté à sortir du franc CFA parce que vous allez bien comprendre que les sanctions qui ont été prises contre le Niger, ces sanctions ont été décidées conjointement par l'UEMOA et la CEDEAO. Mais à l'arrivée, ces États, l'État du Niger par exemple, est sorti de la CEDEAO mais n'est pas sorti de l'UEMOA. Mais il faut vous poser la question parce que l'UEMOA c'est une question d'argent, parce qu'ils sont encore tenus par le franc CFA. Est-ce qu'ils ont la possibilité de sortir du franc CFA encore que le Mali a déjà fait l'expérience et est revenu encore dans le franc CFA alors que je ne sais pas si vous comprenez un peu la démarche. Donc c'est toute une question. Or, les panafricanistes dans leur démarche, c'est que le franc CFA ne favorise pas le développement. Mais voilà qu'au niveau de l'AES, il y a des difficultés. C'est vrai qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour... Mais quelle sera la finalité? Ce sera heureux. D'ailleurs, lorsqu'on dit qu'il faut que les États du Sahel de l'AES sortent du franc CFA, je pense que c'est un abus de langage. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à l'issue de la conférence de Brazzaville de 1944 que les jalons du franc CFA ont été posés. En 1945, la France signe l'accord sur le franc CFA avec ses ex-colonies depuis 1944. Et le franc CFA a une durée de 75 ans. Ça veut dire que depuis 2015, le franc CFA n'existe plus, théoriquement. Sur le plan juridique, le franc CFA n'existe plus. Donc, il n'y a même plus à sortir du franc CFA. Il suffit simplement de battre sa monnaie et d'avoir une monnaie qu'on peut appeler le Sahel, une monnaie. Donc, les gens traînent les pas, certainement à cause des difficultés, à aller à une monnaie. Puisque vous savez, jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester au Ghana et envoyer de l'argent au Togo par mobile money. Et c'est parce que le franc CFA diffère du signe qui est là-bas et il y a des difficultés au niveau des transactions. Si vous voulez rester au Ghana et envoyer de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas un bus, ça ne peut pas être une monnaie électronique. Donc ces difficultés-là existent également. Et le problème qui se pose est que ce que je souhaite, c'est que même si ces pays vont sortir du franc CFA, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la souveraineté. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la souveraineté. Parce que l'expérience malienne de 62, lorsqu'ils sont sortis du franc CFA et qu'ils ont commencé par utiliser le franc malien, en battant le franc malien, les pièces et les billets du franc malien étaient imprimés en Tchécoslovaquie. Ce n'est même pas en Afrique. Donc, je ne sais pas. C'est un peu comme pour donner raison à ceux qui disent qu'il ne faut pas quitter une domination pour aller à une autre. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention de la communauté africaine sur un fait très important, une erreur que les États, les présidents des trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne doivent pas poser. Il y a une erreur à éviter. Et quelle est cette erreur? Souvenez-vous qu'au moment, à la veille des indépendances, les indépendances de la plupart des États ouest-africains et francophones, bien sûr, ont été des indépendances négociées. Mais comment la négociation a été conduite? La France a proposé à ceux qui voulaient devenir chefs. Et comme l'Africain aime devenir chef, et il était dans l'engouement de devenir chef, les pères de nos indépendances, que ce soit le président Maurice Yameogo au Burkina Faso, le président Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et le président Modibo Keïta au Mali, tous ces présidents, parce qu'ils sont animés par la volonté de gouverner eux aussi, parce qu'ils ont fait l'expérience de la gouvernance politique, avant les indépendances, ils veulent. La France leur a fait signer des accords qu'on appelle accords coloniaux que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Sur le franc CFA, lorsque le Mali produit du coton et va vendre en Chine, par exemple, ou au Pakistan, lorsqu'on va lui payer les 100 francs, c'est qu'en réalité, la France prend 60 francs et le Mali n'a que droit à 40 francs. Ces accords-là, qui sont des accords qui lèsent les États africains, nos pères des indépendants ont signé ces accords. De même, en matière de coopération militaire, ils ont conclu des accords. Et souvenez-vous, c'était des accords secrets. C'était entre ces pères des indépendances et la France. Et c'est plus tard, des décennies après, que l'opinion publique africaine a constaté que effectivement, il y avait des accords secrets qui nous mettaient entre étaux et qui empêchaient le développement des États africains. Donc, ce que je voudrais dire aux dirigeants de l'AES aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, c'est bien pour assurer la souveraineté du Niger, assurer la souveraineté du Burkina Faso, assurer la souveraineté du Mali. Il est bon quand même que le Mali puisse diversifier ses partenaires
et la Russie, la Turquie, l'Iran, tous ceux-là ont été invités. Mais sur la base de quel contrat la Russie envoie des militaires au Mali? Sur la base de quel contrat la Russie envoie des militaires au Niger? Je n'ai pas refusé la collaboration des États du Sahel avec la Russie, mais je dis, il ne faudrait pas qu'eux aussi soient en train de conclure des accords secrets, que après même leur mort, l'opinion publique africaine va découvrir dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et on va recommencer encore les mêmes combats pour dire qu'il faut que la jeunesse africaine se lève pour dénoncer les accords coloniaux que les États du Sahel auraient conclus avec la Russie. Je pense qu'il faut beaucoup de prudence. Il faut, pour cette raison, beaucoup de transparence. Ils n'ont qu'à communiquer pour que l'opinion soit informée. Comment les choses se passent? Coopération avec la Russie, oui, mais sur la base de quel accord? Il faut qu'il y ait de la publicité, que cela ne soit pas de la diplomatie secrète, que ce ne soit pas des accords conclus dans de ténébreuses clandestinités afin d'exposer à nouveau le peuple africain à des velléités, à des désagréments que nous connaissons avec les accords coloniaux que nos pères des indépendances ont conclus avec la France et qui ont fait que nous sommes à la traîne jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je peux dire par rapport à ce point-là. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, les présidents de l'AES ont au moins des exemples quand on prend la Guinée-Conakry qui a toujours gardé sa monnaie, qui n'est pas dans le franc CFA, le Nigeria aussi. Donc, oui, mais vous savez, l'une des caractéristiques du franc CFA qu'on ne retrouve pas, par exemple, au niveau du Naira, du franc guinéen ou du Sidi, c'est la stabilité de la monnaie. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du franc CFA. Si ça n'avantage pas un pays africain, il n'a qu'à imprimer sa monnaie. C'est l'impression de monnaie, battre monnaie, c'est une démarche de souveraineté. Donc, le Mali peut le faire dès demain, ce n'est pas un problème. Mais il y a un élément important qui est la stabilité de la monnaie. Lorsque vous voyez le dernier classement des hommes riches d'Afrique, c'est parce que le Naira a chuté que Dangote est devenu le deuxième homme le plus riche d'Afrique, alors qu'il était le premier. S'il n'y avait pas une sorte de dévaluation, c'est vrai, nous ne sommes pas économistes, dévaluation du Naira, Dangote serait déjà maintenu à cette position. Mais si la Guinée-Conakry a maintenu le franc guinéen jusqu'à aujourd'hui, mais c'est à quel prix? La légende raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que pour acheter un piwata, il faut mettre beaucoup de billets de choses là de la Guinée dans un sac pour les remettre. Mais quel est l'impact que des situations du genre peuvent engendrer sur l'économie des États africains? Je pense que ce qui pourrait nous avantager, ce serait peut-être une monnaie unique. L'éco. Non, je ne parle pas de l'éco. Une monnaie unique, mais une monnaie de souveraineté. Ça va être une monnaie de souveraineté. Cette démarche est mieux. Et pour aller à une monnaie unique, je pense qu'il faut que les positions soient conciliées. Nul n'est fort individuellement, parce que les États du Sahel, c'est vrai, ils vont faire la coopération militaire, la coopération économique, mais ils ne pourront jamais être plus forts que si le Sahel s'ajoutait, si tous les États de l'Afrique de l'Ouest se mettaient ensemble, si tous les États, comme on appelle, africains se mettent ensemble. Donc, je voudrais inviter nos dirigeants à renégocier encore les positions. Et c'est en cela qu'il faut féliciter le président sénégalais Faye, parce que c'est vrai, il fait objet de critiques. Le fait qu'il n'est pas entré automatiquement dans la dynamique des dirigeants de l'AES. Mais je pense que c'est une démarche prudente que moi j'approuve. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas précipiter les choses et après se retrouver dans le décor. Il faut quand même que nous discutions. Nos constitutions ont recommandé la coopération régionale, la coopération sous-régionale. Moi, je pense qu'il faut que les parties prenantes puissent encore se comprendre, dialoguer pour voir comment coopérer ensemble pour ne pas être sous la domination des puissances étrangères. Et ce n'est pas simplement la France. Il faut que cela soit effectif pour que les gens puissent coopérer. Et ce que je vais dire pour finir, lorsque aujourd'hui il y a des reproches contre la CEDEAO, que la CEDEAO n'a rien fait au Mali, la CEDEAO n'a rien fait au Burkina Faso, n'a rien fait contre le djihadisme au Niger, c'est vrai. Mais posons-nous encore une autre question. Une organisation régionale ou sous-régionale, ça se finance. Mais quelle est la capacité contributive du Niger par rapport au budget de la CEDEAO? Le Niger donnait combien pour le fonctionnement de la CEDEAO? Le Mali apportait combien pour le fonctionnement de la CEDEAO? Le Burkina Faso apportait combien pour le fonctionnement de la CEDEAO? Les rapports existent
En matière du budget de la CEDEAO, on voit que l'Union européenne apporte plus que les États africains réunis. Au niveau de l'Union africaine, on constate que le budget de l'Union africaine, les étrangers apportent plus. Mais dans cette condition-là, lorsque quelqu'un vous donne, comme on appelle, de l'argent, il peut passer par derrière pour vous pistonner. Et c'est naturel. Même dans les familles, c'est comme ça. Même dans les États, c'est comme ça. Donc, si nous voulons de la souveraineté, allons sur les vraies questions. Nous voulons des organisations qui vont être nos organisations, qui vont penser à notre souveraineté. Alors, prenons nos responsabilités, finançons ces organisations-là, mais de grâce, ne laissez pas les étrangers financer vos organisations et après vous allez venir dire qu'il ne faut pas que ces organisations-là défendent les intérêts des étrangers. Je pense que c'est une politique d'autruche et il faut arrêter avec ça et aller vraiment dans le sens de la souveraineté africaine dans une démarche de coopération. Merci pour ces éclaircissements. Nous sommes au thème de notre émission. J'espère que nos amis internautes ont pu tirer assez d'enseignements par rapport à tout ce qui a été dit. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.